bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir, ce vendredi, pour cette conférence de rentrée de l'Institut de santé et sagesse intégrale. Cette conférence nommée L'autonomie en santé est-elle possible? Alors, merci à vous d'avoir pris un peu de temps, un vendredi soir. Il fait beau en ce moment en France et bien, c'est toujours sympathique de voir qu'il y a des personnes, que ce soit ici dans la salle ou en ligne, qui préfèrent venir entendre parler de la santé, de leur santé, de l'autonomie en santé. Alors, pour commencer, je voudrais présenter ce qu'est l'Institut de santé et sagesse intégrale que j'ai créé en 2021 et qui a ouvert ses portes officiellement en mars cette année, en mars 2023. Il s'agit donc d'un institut qui a pour objectif de promouvoir le bien-être, la santé de manière holistique dans toutes les circonstances, dans toutes ces acceptions, dans toutes ces dimensions. Nous sommes basés près de Genève et nous utilisons pour cela les apports de la naturopathie holistique. Je suis moi-même naturopathe, de la psychologie, l'intelligence émotionnelle, comprendre ses émotions, apprendre à se connaître, et puis de la spiritualité et notamment des spiritualités orientales. L'objectif de l'Institut de santé et sagesse intégrale, j'avais expliqué lors de notre première conférence en avril dernier, c'est vraiment de reconnecter ensemble ces deux aspects que sont la santé et la spiritualité. Retrouver en fait ce lien ancestral qui a toujours existé et qui malheureusement est un peu rompu dans nos pays, dans nos sociétés occidentales modernes. Voilà, donc qu'est-ce que nous faisons à l'Institut? Eh bien, nous faisons des consultations naturopathiques, je fais aussi de l'accompagnement, du coaching, nous organisons des stages et des conférences sur la santé, sur la méditation, sur probablement prochainement aussi bien vivre ses émotions. Et puis, on va aussi beaucoup parler, et ça va être un peu le fil rouge, je pense, de cette saison 2023-2024 d'autonomie. Apprendre à développer son autonomie dans une société justement où le principe de l'autonomie est un peu remis en question depuis quelques années. Je me présente, je m'appelle Éric Le Gall. Eh bien, je suis conseiller en naturopathie, je suis naturopathie holistique, je suis coach et enseignant bouddhiste et de méditation. Moi, j'ai un parcours atypique. J'ai commencé ma carrière il y a quelques années comme économiste et puis dans la finance et le marketing international. Et puis, au bout de quelques années, j'avais 30 ans, j'ai eu une crise spirituelle dans ma vie et je suis allé m'installer dans un centre bouddhiste en Savoie, dans les Alpes françaises. J'y ai fait une retraite spirituelle de 3 ans et 3 mois dans un centre bouddhiste tibétain qui s'appelle l'Institut Karmaling. Et puis depuis, eh bien, je me suis formé à diverses choses. Je me suis formé au coaching en entreprise à l'INSEAD. J'avais envie d'amener un peu de cette sagesse, un peu de cette compréhension de soi que j'avais découvert moi-même dans mon parcours spirituel, un peu de spiritualité dans le monde de l'entreprise. Et donc, j'ai fait une formation, j'ai fait un master de coaching et de gestion du changement à l'INSEAD à Fontainebleau. Et puis, en 2021, j'ai commencé une formation de naturopathie holistique que j'ai terminé l'année dernière. L'Institut que j'ai créé existe depuis maintenant un peu plus d'un an, est ouvert officiellement et fait des conférences régulières depuis environ 6 mois et nous allons entamer notre première saison pleine en 2023-2024. Je vous présenterai à la fin ce que nous prévoyons de faire dans les mois à venir. Donc l'autonomie en santé est-elle possible? Donc pour introduire le sujet, ce que je vais faire, c'est rappeler un peu le contexte dans lequel nous nous trouvons. On est dans une société aujourd'hui qui est, on peut le dire, la société moderne occidentale, qui est une société malade, qui est une société où on a perdu le sens de ce qu'est la santé, on a perdu le sens de ce qui est important pour maintenir sa santé, et on est un peu dans une sorte de vertige où on voit l'alimentation qui se dégrade, l'environnement des gens qui se dégrade, l'environnement naturel dans lequel nous nous trouvons tous qui se dégrade, l'environnement social, l'environnement politique, et on voit une crise finalement avec beaucoup de mal-être
et l'explosion de problèmes psychiatriques, l'explosion de problèmes de santé. En plus, eh bien, il y a eu, vous l'avez certainement noté, depuis 2020, cette crise sanitaire profonde qui a traversé le monde entier quasiment, et particulièrement, on a remarqué dans les sociétés occidentales que c'était là qu'il y avait le plus de morts, c'est là qu'il y avait le plus de cas graves, c'est là qu'il y avait le plus de ce qu'on appelait les comorbidités. Et finalement, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que cette pandémie, comme disait la philosophe Barbara Stiegler, c'est une syndémie, c'est-à-dire qu'elle a révélé en réalité l'exécrable état de santé de beaucoup de nos populations, notamment les plus anciens. Donc voilà le contexte. Et puis, le deuxième contexte sur l'importance, eh bien, on a vu aussi une tentative, il y a une tentation actuelle qui est de contrôle des systèmes de santé au sens large par des intérêts privés, publics, étatiques, etc. Et on peut se retrouver d'une certaine manière un peu emprisonné dans notre état de santé. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre finalement une part de notre autonomie en santé? Est-ce que de plus en plus, ce n'est pas l'État ou des intérêts privés, que ce soit des fondations, que ce soit des entreprises, que ce soit des compagnies financières qui vont de plus en plus gérer notre santé à notre place? Donc, il y a un contexte et il y a une importance, et c'est pour ça que je voyais un enjeu réellement à se reconnecter à ce qu'est l'autonomie en santé, et c'est ce dont on va parler ce soir. Pour commencer mon propos, je vais définir en fait ces deux mots, l'autonomie et la santé. Autonomie, ça vient de auto, soi, pour soi, et nomos, ça veut dire la règle, ça veut dire les lois. Donc, établir pour soi-même ses propres lois, ses propres normes, sa propre manière de gérer sa vie, l'autonomie. Quand on est autonome, eh bien finalement, c'est nous qui décidons ce qui est bon pour nous, ce qui est juste pour nous, ce qui a du sens pour nous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre à l'extérieur. Là, on parle plutôt d'une hétéronomie. C'est-à-dire que c'est un acteur extérieur, un État, une justice, une norme sociale, une norme, etc., qui va venir dire. Là, non, l'idée de l'autonomie, c'est moi qui décide. C'est moi qui sais ce qui est bon et ce qui est juste. Qu'est-ce que c'est que la santé? Il y a plusieurs types, il y a plusieurs niveaux de définition du mot santé. Il y a un niveau du dictionnaire. Eh bien, la santé, selon le Larousse, c'est un état d'absence de maladie. Puis il y a la définition de la santé selon l'Organisation mondiale de la santé qui nous dit que c'est un état de parfait bien-être physique, psychologique, moral et environnemental. Et là, déjà, on a quelque chose de beaucoup plus global parce que ça ne prend pas seulement en compte, en fait, une simple absence de maladie. Il y a l'idée d'un bien-être. Il y a l'idée de se sentir bien dans sa vie, dans un nombre important de domaines de cette vie. Et puis, il y a une définition que j'aime rappeler, qui est une définition du philosophe Canguilhem, je me souviens plus de son prénom, mais Georges Canguilhem, qui disait « La bonne santé, c'est la capacité de tomber malade et de s'en relever. » Voilà. Donc ça, c'est une vision qui est beaucoup plus dynamique. C'est-à-dire que la santé, c'est pas un état statique, c'est pas juste une absence de maladie, c'est pas juste un état statique de bien-être, c'est aussi une capacité de notre corps à se prendre en charge. Et quand on se dit se prendre en charge, on parle bien ici d'une autonomie. Notre corps a une capacité de se prendre en charge, de se guérir, une capacité d'auto-guérison. Et d'ailleurs, les anciens philosophes le disaient bien, puisqu'ils disaient « Nul n'a jamais guéri personne, c'est le corps qui se guérit lui-même ». Alors on revient à cette idée d'autonomie. Le corps a une capacité autonome, alors bien sûr en interdépendance avec son environnement, avec ce qui se passe autour de lui, mais une capacité autonome à se guérir. La médecine vient simplement aider, vient simplement apporter son aide, apporter son soutien à ces moments de maladie pour aider le corps à se guérir. Eh bien, le problème, c'est que dans la médecine, elle a deux biais. Le premier, c'est que la médecine allopathique, telle qu'on la pratique en Occident, est une médecine qui traite uniquement les maladies. Et j'irais même plus loin, qui tend de plus en plus, non pas à traiter les maladies, mais à taire les symptômes.
Et on n'est jamais allé chercher les causes profondes. Et le deuxième problème de la médecine, il y a des médecins valeureux, je ne remets pas en cause les médecins, c'est le principe de l'hétéronomie en médecine. En effet, quand vous allez voir le médecin, eh bien, c'est lui qui décide. Vous êtes malade, vous allez voir votre médecin, c'est lui qui vous fait un diagnostic et c'est lui qui va vous prescrire la solution. Et vous vous conformez à ce qu'il vous prescrit. Sinon, on vous dit, vous n'allez pas vous guérir. Et il y a beaucoup de gens qui ne posent jamais une seule question à leur médecin. Ah, vous me dites que c'est ça, bon, ben, je vais faire ce que vous me dites. Et qui restent dans cette parfaite hétéronomie. Il y a deux problèmes à cela. C'est que les médecins s'érigent à un niveau supérieur aux personnes qui les consultent, qui ne sont plus des hommes à part entière, des femmes à part entière, des individus à part entière, mais qui deviennent des patients, des malades, des patients. Hein, et ça peut générer beaucoup de problèmes, cette disproportion, ce déséquilibre dans la relation patient-médecin. Il y a un deuxième problème qui est la corruption, il faut le dire. Il y a beaucoup de problèmes de corruption dans la médecine. Beaucoup de médecins qui sont achetés, au moins en tentation d'être achetés par des intérêts économiques. Et puis, il y a un troisième problème, qui est un problème, je pense, de formation. En effet, les médecins, particulièrement en France, deviennent de plus en plus des sachants. Ils doivent ingurgiter beaucoup, beaucoup, beaucoup de savoir, le répéter encore et encore. Mais on leur apprend jamais, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un organisme en général. Et qu'est-ce que c'est que la dimension holistique d'une personne. Et dans cette formation, il y a le dernier problème, qui est le problème de leur ultra-spécialisation. On devient spécialiste du cœur, spécialiste de la vessie, spécialiste des yeux, spécialiste, etc., etc. Sans voir qu'en fait, tout cela fait partie d'un organisme, d'un individu, d'une histoire, en interdépendance et en interdépendance dans un environnement. On va juste aller traiter ce qui se passe là. J'écoutais une conférence sur d'un médecin spécialiste qui parlait du sommeil. C'était passionnant, mais à certains moments, quand des personnes lui posaient des questions qui sortaient de son périmètre de compétences, par exemple sur l'impact du sport sur le sommeil, etc. Ils disaient, ah oui, mais moi je suis pas médecin sportif, je peux pas vous répondre. Donc ça veut dire qu'en fait, il a limité sa spécialisation à un moment de la vie des personnes, qui est les 30% qu'on passe ou qu'on devrait passer à dormir. C'est un petit peu réducteur et ça génère un problème. L'idée ici, c'est de proposer, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité, une manière autre, sans rejeter la médecine, dont on vient de parler, de promouvoir la santé en autonomie. Qu'est-ce que ça veut dire de manière générale, être autonome? Être autonome, ça veut dire être capable soi-même d'avoir une réflexion, d'être capable de réflexion, être capable de réfléchir sur ce que l'on vit, et être capable de faire des choix par soi-même. Pourquoi c'est très important? Parce que, eh bien, pour pouvoir faire des choix, il faut d'abord être capable de réfléchir, de peser le pour et le contre. Il faut être informé, il faut avoir été un minimum éduqué pour le faire. Pourquoi c'est important de penser aussi à l'autonomie en santé? Eh bien, parce que chacun de nous, nous sommes uniques. Nous avons tous un corps humain, certes, d'une espèce constituée d'une certaine manière, mais chacun de nous s'est construit de manière différente. On a tous une génétique différente. Il n'y a pas un seul, à part des homozygotes, des jumeaux homozygotes. Il n'y a pas deux individus pareils. Il n'y a pas deux histoires pareilles. Il n'y a pas deux manières de s'être construit pareil, que ce soit sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, sur le plan éducatif, etc. Et donc, si vous êtes unique, finalement, vous êtes le seul, vous êtes potentiellement le seul, en tout cas le mieux à même à vous connaître, à savoir ce qui est bon pour vous, à savoir ce qui est juste pour vous, à connaître votre histoire, à savoir ce qui vous est arrivé dans le passé, à comprendre, ou à essayer en tout cas, entamer une recherche de compréhension de
votre histoire de votre santé. Donc, cette autonomie aussi, elle est importante parce que on va essayer, dans cette manière de penser l'autonomie en santé, de la comprendre, là aussi d'aller au-delà de la spécialisation. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous spécialiser sur votre cœur, mais vous allez essayer de comprendre la totalité de votre organisme, comment vous fonctionnez. Ça, c'est très important parce que ce sont des choses que la médecine ne va jamais vous apprendre. Ce n'est pas en allant chez le médecin que vous allez apprendre cela. Éventuellement, s'il est bon, vous allez quand même avoir des éléments, mais ces éléments seront très parcellaires parce qu'ils seront limités à une spécialité, même s'il y a encore des médecins généralistes. Il est important de comprendre aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre santé qui sont en fait entre nos mains, qui nous appartiennent. 80% des maladies actuelles traitées par la médecine sont liées à des modes de vie. C'est-à-dire que si on changeait le mode de vie, ces problèmes de santé publique actuels disparaîtraient ou seraient profondément diminués. C'est quoi ces modes de vie? C'est le problème de la sédentarité en général. Les gens ne bougent pas assez, trop de sédentarité, et la sédentarité tue. Et oui, la toxicité de ce que l'on peut manger ou de ce que l'on peut respirer, la toxicité de la pollution, que ce soit la pollution des aliments, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, etc. Tout ce qui est le problème de l'alimentation. Notre alimentation s'est extrêmement dégradée depuis une quarantaine d'années. On voit de plus en plus de gras, de sucre, de problèmes. Le taux de graisse des Européens a bondi en 20 ans, je crois, non, pardon, 30 ans, de à peu près 20% du corps de masse grasse à environ 30% aujourd'hui dans les sociétés occidentales. Et on voit de plus en plus que c'est dans le monde entier que cette tendance est en train d'arriver. Et si on continue comme cela, on va se retrouver comme les États-Unis où le taux de masse grasse d'un Américain moyen avoisine maintenant les 40%. L'alimentation, le stress, le mode de vie, le manque de sommeil. Or, tout cela, ça fait partie d'une branche de la médecine qui est aujourd'hui négligée, qui s'appelle l'hygiène. Il y avait autrefois, dans les années fin du 19e siècle, tout un courant de médecine qui s'appelait le courant hygiéniste. D'ailleurs, la naturopathie est née à cette époque-là et l'héritière du grand courant hygiéniste. Eh bien, à part les naturopathes, on vous parle très peu d'hygiène de vie, de l'importance d'avoir une bonne hygiène de vie et des impacts que ça peut avoir sur votre santé au niveau individuel, au niveau familial, au niveau collectif, etc. Enfin, prendre soin de sa santé et voir qu'on a la capacité nous-mêmes de prendre soin de notre santé, la santé mène à davantage de bien-être et davantage de bien-être peut mener à davantage de bonheur. Si on n'est pas malade, si on a une bonne santé, si on a une bonne énergie, on se rend disponible pour vivre des expériences riches dans cette vie, pour vivre éventuellement une spiritualité si on est intéressé par la spiritualité, choses qui deviennent plus difficiles si on est dans des maladies chroniques, si on est dans des problèmes chroniques, si on est dans des difficultés chroniques, que ce soit des difficultés personnelles, de santé, ou des difficultés économiques, ou des difficultés de mal-être social. Alors, on est face quand même à des défis. Il y a des défis pour pouvoir revenir à cette idée d'une autonomie en santé. Le premier défi, la première difficulté, ça va être le défi du corporatisme médical. J'ose dire cela. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le 27 juin 2023, le Conseil national de l'ordre des médecins, j'ai fait des posts là-dessus sur les réseaux sociaux, a émis un grand rapport pour alerter la Miviludes sur ce qu'il appelle les pratiques non conventionnelles de santé et leurs dangers. Alors, je ne reviendrai pas sur le détail, mais on voit que ce que recherche le Conseil national de l'ordre des médecins, c'est de garder un monopole corporatiste sur la médecine. Il ne veut pas qu'on parle de médecine alternative. Il ne veut pas qu'on parle de médecine complémentaire. La médecine doit appartenir aux médecins. Et il dit des choses tout à fait ahurissantes, ce rapport du Conseil national de l'ordre des médecins, qui est que l'autonomie des gens en santé est un danger, parce qu'ils seront mal informés,
parce qu'ils se feront prendre en main par des personnes aux mauvaises volontés, sectaires, de désinformation, etc., etc. Le premier obstacle, particulièrement en France, je pense que dans d'autres pays, on a beaucoup moins ce problème-là, c'est le corporatisme médical. Les médecins veulent être les seuls maîtres à bord et ils ne veulent surtout pas que vous soyez autonome. Je ne dis pas qu'ils aient une volonté de vous empêcher d'être autonome. Je pense que c'est beaucoup plus dans quelque chose d'inconscient en eux qui est que vous n'allez pas, pour eux, ça peut devenir très problématique que vous remettiez en cause ou que vous les questionniez sur leur pratique, alors qu'eux ont passé 10 ans, 12 ans d'études pour pouvoir pratiquer, alors que vous avez juste éventuellement lu 2 livres, essayé de comprendre comment vous fonctionnez. Ils ont fait des sacrifices importants pour en arriver là. Louis Fouché en parle très bien dans son dernier livre. C'est un sacrifice physique, humain, de santé, etc., que de devenir médecin. C'est 10 années harassantes dans une vie de jeune homme ou de jeune femme. Après, vous avez envie de pouvoir récolter les fruits de cela. Et donc, il y a une tendance à dire non, je n'ai pas fait 10 ans d'études pour que vous veniez me remettre en question. Le deuxième défi, après le corporatisme médical, c'est la prépondérance de l'État et des industries dans le domaine de la santé. Bon, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. On voit bien, on a bien vu dans les 2 années, 3 années qu'on a vécu avec la crise sanitaire, que l'État avait envie aussi de maîtriser votre santé et que l'industrie et les industries avaient intérêt aussi à maîtriser votre santé. Alors, quand je parle de l'industrie, je ne parle pas que de l'industrie pharmaceutique. Il y a aujourd'hui beaucoup d'autres industries qui ont envie de prendre une part du gâteau de ce business qui est votre santé. Il y a Big Pharma, certes, mais il y a Big Data, il y a Amazon, il y a Microsoft, il y a tous ceux qui vont gérer les données de santé, par exemple, hein, et qui veulent devenir des intermédiaires entre vous, via leur plateforme, et les chimistes de la pharmacie. Et eux, ils n'ont pas intérêt à ce que vous soyez totalement autonome. Ils ont envie que votre montre connectée, qui demain va vous dire ce que vous devez prendre, etc. Le troisième défi est celui de l'éducation à la santé. Je pense que l'éducation à la santé est très pauvre, voire nulle en France. On ne sensibilise pas assez les gens sur l'importance de bien manger. Qu'est-ce que c'est que bien manger? Non, c'est pas parce qu'il y a 3 feuilles de salade dans un Big Mac que ça fait un repas équilibré. Qu'est-ce que c'est que une bonne graisse, une mauvaise graisse? Quel est l'impact du sucre, de l'excès de sucre, l'importance de bouger, l'importance d'avoir une activité physique, l'importance de ne pas avoir d'excès d'utilisation des écrans. Ça, on n'informe pas du tout nos enfants à cela. Est-ce que vous, quand vous étiez au collège ou au lycée ou avant à l'école, combien de temps avez-vous passé dans votre éducation à parler de cela? Allez, peut-être 1 heure en cours de biologie à un moment donné, peut-être 1 heure avec un médecin scolaire, s'il y avait un ou une médecin scolaire motivé dans votre établissement. Mais on n'apprend pas en 1 heure. Voilà. Donc, on va aller vous apprendre en cours de biologie, de sciences de la vie et de la terre, plein de choses sur la génétique, etc. Mais pourquoi on n'apprend pas simplement aux gens à dire, mais voilà comment fonctionne votre corps humain, voilà ce qui est important à ingurgiter, voilà ce qui est important à éviter, etc. Voilà les équilibres, les grands équilibres qu'il faut avoir. Et tout. Eh bien, on ne le fait pas. Et c'est un énorme défi parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de gens sont ignorants de ce qu'est la santé, ignorants de comment fonctionne leur corps. Et on finit par être capable de leur faire avaler n'importe quoi. N'importe quoi. Et avaler au sens propre comme au sens figuré. On est capable de leur faire avaler que McDo, parce que maintenant ils ont une enseigne en verre, et ben c'est plus équilibré qu'avant. Que manger 14 fois de la viande par semaine, et ben c'est un repas équilibré. J'ai encore entendu ça à la radio, pas plus tard que la semaine dernière. C'est du délire.
On est capable de venir vous dire que ceux qui dorment beaucoup, plus de 8 heures par jour, eh bien, ces gens-là sont peut-être un petit peu des fainéants, et que dans la société, on aurait besoin de gens qui sont capables de réduire la durée de leur nuit. Mais c'est du délire. Un adulte doit dormir 7 à 8 heures par jour minimum. Un adolescent, 8 à 10 heures par jour. Un enfant, 10 à 12 heures par jour. Ce sont les rythmes normaux de sommeil pour être en pleine forme. Enfin, il y a tout le problème, on y vient, c'est ce que je disais, des pressions sociales et culturelles qui peuvent influencer les choix. On est dans une société où il est normal de se réunir entre personnes et puis de s'échanger des produits toxiques, on appelle des cigarettes, et de trouver ça super cool, en fait, de faire ça ensemble. Alors que les cigarettes, elles sont des vrais ravages. Mais en revanche, si vous passez 5 minutes à votre chaise au bureau à méditer, on va venir vous dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as du boulot à faire. Mais les autres, ils sont en pause club, j'ai pas le droit de moi faire une pause méditation. Ah non. Non, la pause club, ils ont le droit, mais la pause méditation, on n'y est pas encore. Bon, ça change, je caricature. Si ça change, c'est parce que vous avez de la chance d'être dans une bonne entreprise. Je pense que si vous étiez caissière chez Lidl ou à la chaîne dans des entreprises où les rythmes de travail sont très éprouvants, euh, voilà, donc les pressions sociales, culturelles, capitalistiques qui vont influencer vos choix. La publicité fait des ravages. Alors, les moyens de promouvoir l'autonomie, c'est la quatrième partie. L'éducation et la sensibilisation. Améliorer la compréhension du corps, améliorer la compréhension de ce qu'est la santé. Ça va être quelque chose de très important. Il va falloir éduquer les gens à être capable de chercher les bonnes informations et avoir un esprit critique sur les bonnes informations. Et la première chose, c'est de réapprendre à oser demander aux professionnels de santé, mais pourquoi? Pourquoi vous me donnez tel traitement? C'est quoi ma maladie? Expliquez-moi ce qu'est la maladie. Expliquez-moi ce qu'est mon cancer. Et pourquoi je dois faire des rayons? Pourquoi je dois faire une chimio? Pourquoi je dois faire ceci ou cela? Demandez, demandez. Voilà, vous avez le droit d'être informé. Voilà, ça, c'est très important. Et oser chercher aussi par soi-même. Voilà, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas aller chercher. Ah oui, mais le médecin, il a dit que je devais faire ceci et cela. Ben non, et quand même, il a fait des études, quoi. Moi, j'y connais rien. Mais on a le droit de chercher, on a le droit d'être intelligent. Voilà. Voilà. Didier Raoult, il avait toute une série de podcasts qui s'appelait On a le droit d'être intelligent. Oui, on a le droit d'être intelligent. Et oser la contradiction, ça c'est un truc aussi je dis souvent, c'est si vous faites des travaux dans votre maison, vous allez demander plusieurs devis. Mais pour votre maison intérieure, non, on va voir un médecin et puis on s'en réfère à ce que lui nous dit. On va jamais aller se dire, tiens, je vais peut-être aller en voir un deuxième quand même parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Donc, ce qu'on est capable de faire pour notre maison, d'essayer de trouver le meilleur artisan possible, eh bien, c'est pas normal de le faire avec un médecin. Ben, au nom de quoi? Il y a aussi des médecins incompétents. Il y en a des très bons et il y en a des très mauvais, comme dans tout. Voilà, donc oser aussi contredire, mais dire, mais attendez, mais vous êtes sûr de ce que vous me dites? Vous êtes sûr que là, vous me prescrivez ceci et cela? Vous êtes sûr que c'est utile par rapport à ce que j'ai comme problème? C'est un aspect très important. Encourager la prise de décision éclairée. Normalement, en médecine, et c'est écrit dans le code de santé publique, la décision du patient doit être libre et éclairée. On l'a oublié. Souvenez-vous, on a passé 3 années où on a essayé d'obtenir votre consentement par la force, par la coercition, par le nudge. On n'a pas essayé de vous donner les informations qu'il fallait. Encourager la prise de décision éclairée, c'est fondamental. Mais pour avoir une prise de décision éclairée, on en revient à ça, c'est s'éduquer, essayer de comprendre, savoir mais comment je fonctionne, comment mon corps fonctionne, de quoi il a besoin. Alors, cette compréhension dont je parle, c'est pas juste une compréhension intellectuelle, c'est une compréhension à multiples niveaux. Il ne s'agit pas juste d'avoir compris comment fonctionne le foie, comment fonctionne la digestion, etc.
c'est aussi, mais moi, comment je me sens? Comment je me sens quand je mange tel aliment? Comment je me sens quand je mange tel autre aliment? Quelle différence ça fait? Comment je me sens 24 heures après avoir fait tel excès? Ou 24 heures après avoir mangé tel aliment? Et revenir au ressenti. Parce que le tableau de bord de votre santé, c'est vos ressentis corporels. Souvent, la douleur, eh bien, la douleur est utile parce que la douleur, elle est là, le corps s'exprime pour vous dire à un moment donné, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Un corps en bonne santé ne doit pas être douloureux. S'il est douloureux, c'est que à un moment donné, il y a eu une pression trop importante. Donc, réapprendre, mais cet apprentissage, ce n'est pas un apprentissage intellectuel, c'est un apprentissage de la sensorialité, réapprendre à sentir ce qui est juste pour soi, à sentir notre corps, à comprendre les richesses des diverses sensations qui nous traversent, à les interpréter, à être capable de voir des causes et des effets quand ça nous traverse, et aussi, bien sûr, s'éduquer, aller chercher dans des livres, aller interroger des professionnels, consulter les naturopathes qui sont la plupart du temps des excellents éducateurs en santé. Alors, ça peut paraître des choses qui sont éloignées de notre vie, mais moi, je vais vous donner des exemples d'autonomie en santé qui marchent, des exemples de projets qui ont été mis en place ou de changements profonds dans la société qui fonctionnent, des témoignages. D'abord, la crise sanitaire que l'on a traversée, mais on a vu que malgré tout, on en dise, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à s'interroger sur mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que la santé? Qu'est-ce que c'est que la maladie? Et qui ont commencé à remettre peut-être en question des modes de vie. Se dire, mais être confiné dans une ville pendant des mois, est-ce que c'est juste ou est-ce qu'il vaudrait mieux pas aller vivre à la campagne? Ça paraît être complètement sans lien avec sa santé, mais si en réalité il y a quelque part un pressentiment que la vie citadine moderne peut être pathogène, notamment quand on se retrouve dans des circonstances comme celle-là. Crise du coronavirus, on a vu des gens qui sont allés s'informer, c'est de comprendre mais comment fonctionne une infection virale, quelle est l'importance du terrain dans l'infection virale, quelle est l'importance du virus dans l'infection virale, comment fonctionne une injection immunisante, pas le mot vaccin, et qui ont essayé de chercher par eux-mêmes des informations et qui ont trouvé, parce que aujourd'hui, malgré tout, ce qu'on peut dire, on a de la chance, toutes les informations sont là, tout est disponible. Si vous voulez chercher, vous trouvez. Si vous voulez vous étudier, vous trouvez. C'est beaucoup plus difficile qu'il y a avant l'émergence d'Internet, où il fallait aller dans des bibliothèques spécialisées pour trouver tel ouvrage, être capable de le décrypter, etc. Aujourd'hui, de la vulgarisation de bonne qualité, alors il y a aussi des choses de mauvaise qualité, mais de manière générale de bonne qualité, on en trouve et on en trouve beaucoup, et assez facilement. Il n'y a même pas besoin de chercher sur Internet. Vous allez dans un rayon, la FNAC, sur un rayon santé, il y a des très bonnes choses dans les rayons santé. Il y a de très bons livres sur les bons régimes alimentaires. Donc la crise du coronavirus, elle nous a montré que quand les gens sont intéressés, ils sont capables de se prendre en main, ils sont capables de s'interroger, ils sont capables d'avoir un esprit critique sur les choses. Le deuxième exemple que je voudrais donner, c'est l'exemple, vous avez peut-être vu le téléfilm sur Netflix qui est sorti récemment, sur les zones bleues. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une zone bleue? Une zone bleue, ce sont ces endroits dans le monde, aujourd'hui on en a trouvé 5 ou 6, où il y a une proportion de centenaires plus importante qu'ailleurs, et surtout une proportion de centenaires en bonne, voire en très bonne santé. C'est-à-dire de gens qui ont 100 ans, et vous les regardez, vous leur donneriez entre 75 et 80 ans. Et ils ont plus de 100 ans. Voilà, donc ces zones bleues, elles ont une particularité. C'est que dans ces zones bleues, eh bien, les gens, on a fait des études, notamment ce fameux Dan Buettner qui a fait ce documentaire sur Netflix, mais aussi Francesc Morales qui a écrit le livre Ikigai, les secrets de santé d'Okinawa. On sait définir quels sont les facteurs communs que l'on voit dans ces zones bleues. Un facteur particulier de ces zones bleues, c'est que ce sont des zones souvent trop pauvres pour qu'il y ait beaucoup de médecins, et souvent des zones où il n'y a pas d'hôpitaux. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de médecins, s'il n'y a pas d'hôpitaux, soit ils n'en ont pas besoin, ou alors s'ils sont malades,
ils se font autrement. Mais un peu les deux, c'est-à-dire qu'ils sont en bonne santé, donc effectivement, il y a moins besoin de médecins. Généralement, ils sont dans des zones aussi où il y a moins de virus de type respiratoire problématique, parce que c'est des zones relativement méditerranéennes ou tropicales. Mais surtout, ce sont des gens qui ont un mode de vie autonome, ils savent ce qui est bon, ils savent ce qui est bien de manger, ils savent ce qui promet la santé, ils savent quel mouvement il faut faire, quelle activité physique il faut avoir, quelle relation sociale il faut avoir pour être en bonne santé. Ils n'ont pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui soit venu, qui vienne leur dire, en fait. C'est une forme de sagesse vernaculaire, une approche de bien-être vernaculaire qui s'est développée dans ces zones et qui a des résultats assez admirables. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans l'angélisme, parce que ces zones-là sont aujourd'hui attaquées et on voit des fast-foods qui se développent et on voit aujourd'hui qu'une zone comme Okinawa au Japon, bah, voilà, la zone bleue n'existe quasiment plus parce que les jeunes okinawaïens ont le même régime alimentaire que les autres japonais et un régime alimentaire de plus en plus gras, de plus en plus sucré, etc. Donc, malheureusement, la modernité est aussi en train de détruire ces zones bleues. Mais quand elles fonctionnent, comme au Nicaragua ou en Sardaigne ou en Grèce, dans certaines îles grecques, où c'est encore relativement préservé. Souvent, la Sardaigne et les îles grecques, c'est l'insularité qui les protège de ce que pourraient apporter les civilisations en termes de méfaits. Mais on voit qu'en fait, il y a une forme de prise en charge, prise en main de soi-même. Les personnes ont des réseaux sociaux, pas des réseaux sociaux Facebook, etc., des réseaux sociaux humains extrêmement développés, font beaucoup d'activités en commun. Ils ont des activités physiques modérées, c'est faire son jardin, faire un peu de bricolage, se lever, s'asseoir, marcher chez soi, aller faire ses courses à pied, ont un régime alimentaire équilibré, extrêmement équilibré, à base principalement de végétaux, très peu de viande, très peu de graisse, quasiment pas de sucre, quasiment pas de sucre. Ça, c'est un truc qui est important, quasiment pas de sucre. Le sucre fait des ravages. Ils ont des modes de vie sans excès de stress, le stress qu'il faut, le stress nécessaire, le stress qu'on avait certainement il y a 150 ans ou même encore 60 ans chez nous. Un stress normal parce que la récolte va peut-être être abîmée par la pluie, parce que, etc., mais pas le surstress d'une vie de plus en plus compliquée, de plus en plus stimulée, pas de stimulation inutile, pas d'informatique, pas de complexité, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ce Dan Buettner, qui a exploré toutes les zones bleues, il s'est dit, mais est-ce que ça, on pourrait prendre les principes et l'implémenter quelque part qui n'est pas une zone bleue? Et il l'a fait dans plusieurs villes, notamment une première ville, la première près d'où il est originaire, dans le Minnesota, et ça a marché. C'est-à-dire que quand on commence à impliquer les gens et à leur dire, mais maintenant, c'est vous qui allez prendre en main votre hygiène de vie, votre santé, etc., ça marche. L'obésité a réduit de quasiment 20% dans cette ville, alors que les États-Unis sont malades de leur obésité. Simplement en leur expliquant, mais voilà ce qui est bon à manger, voilà ce qui est moins bon, en allant inciter les supermarchés à mettre plus de légumes et moins de produits transformés. Et puis, dans les exemples et témoignages, je vais rajouter des choses que moi et nous faisons à l'Institut de santé et sagesse intégrale. J'ai fait 2 retraites cet été, il s'appelait Pleine présence et pleine santé, où on a passé 3 jours en retraite avec 2 groupes, justement à réfléchir autour de la méditation déjà, prendre un temps de réflexion, de méditation, et réfléchir à ce qu'est la santé. Comment on peut accroître sa santé, accroître son bien-être par nous-mêmes, voilà, sans attendre un remède miracle, quelque chose qui va venir de l'extérieur. Et chacun faisant le chemin depuis là où il est, à essayer de comprendre en fait qu'est-ce qu'il peut mettre en œuvre facilement chez lui, dans sa vie, pour améliorer son état de santé. Et puis les programmes de l'Institut de santé et sagesse intégrale, autres, les conférences, les formations qui vont venir certainement à partir de janvier 2024, qui vont venir être des formations d'éducation à la santé davantage, comprendre
ce qui est important pour prendre en main sa santé. Avant de conclure, je vais parler aussi de l'avenir et les perspectives d'avenir. Je pense que la première perspective d'avenir qui peut changer beaucoup de choses, ce sont les avancées technologiques. Et comme dans toutes les avancées technologiques, c'est ni bien ni mal en soi. À la fois, les avancées technologiques vont nous permettre de mieux nous suivre, parce qu'une montre connectée, c'est pas mal aussi. Ça permet de voir, tiens, est-ce que j'ai des réveils dans la nuit, de comprendre peut-être, de voir si on a peut-être des problèmes cardiaques, de contrôler sa santé, contrôler qu'on boit suffisamment, etc. Une montre connectée, ça peut vous permettre tout ça. Mais c'est aussi un mirage aux alouettes parce que quelque part, on va s'en remettre encore à quelque chose d'extérieur. Cette fois-ci, cette extériorité, et on parlait d'une autonomie, donc c'est plutôt intérieur, cette extériorité, c'est la technologie, c'est la technique. Et éventuellement, c'est ceux qui détiennent la technique derrière. Donc, il y a aussi des dangers. Hein. C'est que demain, on aille vous dire, selon une nouvelle norme, eh bien, attention, vous avez trop mangé de ceci, vous n'avez pas assez mangé de cela, pas d'alcool, pas de ceci, pas de cela. C'est à vous de décider, en fait. Vous avez même le droit d'être malade si vous avez envie. Vous avez même le droit d'avoir une hygiène de vie déplorable si vous avez envie. C'est aussi votre liberté. Mais normalement, personne qui a bien été éduqué, si on l'a expliqué, on a tous envie plutôt d'être en bonne santé et d'éviter les souffrances inutiles. Donc le premier point, c'est les avancées technologiques. Les avancées technologiques, il y a du bien possible. Voilà, c'est des outils qu'il ne faut pas négliger. Et puis, il y a malgré tout, ça reste une hétéronomie quelque part. Ça vous implique peut-être davantage que d'aller voir votre médecin uniquement quand vous êtes malade. C'est-à-dire que vous allez prendre en charge votre santé tous les jours. Donc ça, c'est intéressant. Mais ça reste encore quelqu'un d'autre qui le fait pour vous. Même si ce quelqu'un d'autre, entre guillemets, ça n'est que de l'électronique et des algorithmes. Le deuxième chose qui peut beaucoup changer, c'est les changements sociétaux. Les changements sociétaux à venir, on a vu se développer beaucoup depuis l'émergence d'Internet, depuis l'émergence, je dirais, du divertissement sur Internet, Netflix et compagnie, une tendance au consumérisme qui se déploie de plus en plus. C'est-à-dire qu'on se met à consommer, à être consommateur de santé comme on était consommateur d'autres choses, de biens, etc. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose parce que ça a tendance à nous enfermer dans la dépendance. Le métaverse, c'est un avenir dystopique. Et possiblement, c'est là. D'ailleurs, pendant les phases de confinement, on a vécu un avant-goût de ce que pourrait être une société du métaverse. C'est-à-dire que vous restez chez vous, devant la télé, vous allez travailler devant votre ordinateur qui est juste à côté de la télé, vous voyez plus vos amis que via Zoom comme on fait ce soir, vous faites tout par Internet, vous n'allez plus au restaurant, vous appelez Uber. Ces changements en société sont extrêmement préjudiciables à la santé en général et à notre autonomisation. Parce que je pense que le projet derrière, c'est pas un projet d'autonomisation. J'ai plutôt l'impression, moi, que c'est un projet d'asservissement. Le troisième défi à venir, c'est celui de l'intelligence artificielle. Tout le monde vous en parle et vous dit, il y a des enthousiastes et puis il y a des phobiques et puis il y a, voilà. Je pense qu'il y a du bien, il y a du bon et du moins bon, comme dans tout. Mais l'intelligence artificielle peut détruire beaucoup de choses. Demain, est-ce qu'on aura encore besoin d'un médecin? Si un algorithme, vous rentrez vos symptômes et un algorithme va vous faire une probabilité de ce que vous avez, si ça se trouve, le diagnostic de l'algorithme sera meilleur que le diagnostic d'un médecin. Voilà. Mais le problème, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas indépendante. Il y a des gens qui possèdent ces intelligences artificielles. Il y a des intérêts économiques derrière. Ils veulent faire advenir quelque chose. Donc, si vous allez sur ChatGPT et vous dites c'est intéressant, hein, regardez, tiens, j'ai des problèmes intestinaux, qu'est-ce que me conseille ChatGPT? Il va vous conseiller des choses que vous trouveriez ailleurs sur Internet. Il vous fera une belle synthèse de cela. Mais est-ce qu'il va tout vous dire?
Ben, j'ai pas encore complètement testé, mais je suis pas sûr qu'il va aller tout vous dire. Je suis pas sûr qu'il va aller vous parler de tous les risques liés aux perturbateurs endocriniens, au gluten, aux choses comme ça, qui vont interférer, par exemple, dans la digestion. Parce que derrière, il y aura peut-être des lobbies qui vont acheter et dire non, non, je veux pas qu'on parle du gluten dans ChatGPT. OK. Donc ChatGPT parlera jamais gluten quand vous parlerez de vos problèmes intestinaux. Pourtant, c'est une piste intéressante à aller explorer. Je ne dis pas que tout le monde est allergique au gluten, heureusement, et que tous les problèmes viennent de là. Mais voilà. Je ne sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, ChatGPT vous parlera ouvertement du gluten. Si vous vous posez la question de voilà, je ne vais pas les énoncer ici, mais il y a des questions au-delà du gluten liées à des choses qu'on veut vous injecter dans le bras, etc., qui sont encore plus problématiques. Est-ce qu'on vous dira bien tout là-dedans? Mais surtout, ça va avoir un changement immense, c'est que ça peut créer encore plus cette culture du clic. Voilà, j'ai un problème, je clique, j'ai une réponse. Alors que le principe, le chemin de l'autonomie en santé, c'est de faire des recherches, c'est de s'éduquer, c'est de comprendre par soi-même, c'est de se développer dans notre compréhension, etc. Et donc, c'est un chemin qui nécessite de prendre le temps de réfléchir, de réflexion. Or là, on sort du domaine de la réflexion, on sort du domaine de la réflexion nécessaire pour l'autonomisation. Et enfin, il y a la nécessité, je pense, de refonder la santé et de recréer ou de créer ou de recréer une approche intégrative véritable. Une approche intégrative, c'est-à-dire qu'il n'est pas où il n'y a pas une guerre entre les médecins et les autres praticiens de santé, où il n'y a pas une guerre entre les naturopathes et les médecins, entre les ostéopathes et les kinés, etc., etc., mais de voir en fait que tout cela est complémentaire. Et que le principe fondamental de l'autonomie en santé, c'est cela que devrait viser la médecine intégrative, ça devrait être la prévention, prévenir. Prévenir les maladies. Je le disais tout à l'heure, 85% des maladies actuelles sont liées à des modes de vie, à des problèmes de mode de vie. Donc, on peut les prévenir. On peut s'en prévenir. Aujourd'hui, un énorme problème que l'on a est qu'on confond la prévention et le dépistage. On va vous vendre des super opérations de dépistage comme étant de la prévention. En octobre, dans un mois, on va nous ressortir encore Octobre rose, le dépistage du cancer du sein, etc. C'est du dépistage, c'est pas de la prévention. La prévention du cancer du sein, c'est qu'est-ce qui favorise le cancer du sein chez la femme? Qu'est-ce qu'il y a dans les régimes alimentaires, la prise de la pilule, les perturbateurs endocriniens particulièrement qui vont générer possiblement, et comment on fait pour s'en prémunir. Ça, c'est de la prévention. Mais ça, dans Octobre Rose, on ne vous en parlera jamais. On va vous amener un camion et on va vous dire, voilà, vous allez aller, ou on va vous dire d'aller à tel hôpital faire un test, une mammographie. C'est pas de la prévention. C'est déjà trop tard, en fait. Si on en est à avoir un doute et à devoir aller faire une mammographie, c'est que c'est trop tard. La prévention véritable, une médecine préventive véritable. Et c'est cela que je pense beaucoup de personnes veulent voir advenir. Il y a aujourd'hui beaucoup de projets qui existent de médecine intégrative. Et voilà, il y a à côté du monde que on essaie de nous promouvoir, un monde sombre, un monde de contrôle. Il y a aussi un monde d'autonomie parallèle et il ne tient qu'à nous de le faire advenir en le soutenant, en s'y attelant. Pour conclure, juste bien, rappel des points clés, hein, l'autonomie en santé, c'est, je pense, l'avenir de la santé. C'est une vision démocratique de la santé. Je ne l'ai pas dit. Il ne s'agit pas seulement de s'informer, de se former, de s'éduquer. Je pense qu'il s'agit aussi maintenant de peut-être passer à l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, concrètement, dans nos communautés locales, dans notre quartier, avec avec notre famille, avec nos enfants, avec nos amis, avec les personnes qu'on côtoie, pour promouvoir ça.
Qu'est-ce qui peut être mis en place? Parfois, c'est des petites choses, mais passer à l'action, c'est important. Voilà, passer à l'action, chacun de son côté. Alors, avant de vous quitter, je vais juste vous donner des informations sur le programme à venir, hein, le programme de l'Institut. Les principaux programmes, il va y avoir donc là, qui ont déjà été planifiés, à nouveau il y a une conférence gratuite par mois. La prochaine sera un dialogue entre moi-même et Laureline Volatier, qui est une thérapeute par l'hypnose et qui est naturopathe comme moi. Et on va parler du soin par la conscience et de faire un parallèle et de voir les différences et les choses qui se recoupent entre la méditation et l'hypnose. En quoi l'hypnose et la méditation sont des pratiques de santé et de soins par la conscience et quelles sont les différences et les points communs. Et puis au mois de novembre, je ferai une conférence aux alentours du 15 novembre sur les zones bleues, justement. Je vais détailler un peu ce principe des zones bleues, ce qu'on peut en apprendre et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre chacun à son niveau pour promouvoir en fait pour créer des zones bleues. Ça peut être la zone bleue, ça peut être votre maison. La zone bleue, ça peut être votre quartier. La zone bleue, ça peut être votre ville. La zone bleue, ça peut être votre groupe d'amis. La zone bleue, ça peut être vos collègues au travail, etc. Comment promouvoir ces principes de santé? Déjà, on va essayer de les découvrir, leurs points communs, leurs points forts. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, nous, de notre côté? Quelles leçons on peut en tirer? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté, chacun agir à son niveau pour, pour étendre ce principe des zones bleues au plus possible autour de soi. On est dans la droite ligne, un peu la continuité de ce principe de l'autonomie en santé que l'on a vu ce soir.